Mythes et complots avec Christian Page. Christian Page, bonjour. Salut Benoît. Bon, d'abord, Chupacabra, il n'y a pas de nouvelles? Pas de nouvelles cette semaine. Okay, c'est correct. Donc, bon, tu vas nous parler de 4 sujets, dont le SETI. Qu'est-ce que le SETI? Oui, le SETI, c'est un anagramme pour Search of Extraterrestrial Intelligence. Donc, c'est un projet d'écoute de signaux de l'espace qui avait, et je vais expliquer pourquoi je parle maintenant au passé, donc qui avait pour but d'écouter l'espace dans l'espoir d'y déceler des messages radio, des signaux radio qui pourraient être d'origine extraterrestre. Donc, les gens connaissent, en fait, le public connaît bien ce projet SETI parce qu'il a été au centre du film Contact en 1997 là, avec Jodie Foster, où là, on recevait ce fameux signal extraterrestre et puis décodé, là, C'était bon, ce film-là. Oui, c'était un excellent film et c'était basé sur un roman fait par l'illustre et regretté Carl Sagan, qui était l'un des plus grands vulgarisateurs scientifiques, et en particulier dans le domaine de l'astronomie, là, je dirais, du 20e siècle. Donc, on se rappelle bien de Sagan. Donc, c'était ce projet SETI, donc, qui était au centre de ce film Contact. Et là, voilà que tout récemment, les responsables du projet SETI, en fait, il y a 2 semaines maintenant, ont annoncé qu'on mettait le projet SETI en veilleuse, faute de fonds. Alors, il faut dire, donc, j'ai décidé de prendre cette nouvelle-là pour faire un peu un récapitulatif de cette histoire du projet SETI, parce que c'est pas un projet qui est nouveau, en fait. Le projet est né dans les années 1960, au tout début des années 1960. Faut dire que la compagnie Bell, en fait, en installant des antennes, avait à un moment donné capté des signaux parasites. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on a découvert que l'espace nous parlait. En fait, c'est une découverte de Bell. Et là, donc, on s'est mis à écouter l'espace. On a développé des antennes pour capter les signaux de l'espace. Et à partir de là, bon, évidemment, il y a la radioastronomie qui s'est développée. Et puis, dans les années 60, il y a un scientifique en particulier, Frank Drake, qui émet une sorte, ce qu'on appelle aujourd'hui l'équation Drake. Donc, Drake part du principe qu'il doit y avoir d'autres planètes dans l'univers, qu'il y a des planètes, des planètes, donc il y a des formes de vie, et que ces formes de vie pourraient peut-être avoir des systèmes de communication. Et comme les ondes hertziennes, les ondes radio voyagent à travers l'espace à la vitesse de la lumière, on s'est dit peut-être qu'on pourrait capter ces fameux signaux. Donc, si je donne un exemple, une étoile ou une planète située à 40 années-lumière de la Terre, s'ils ont de bonnes antennes, pourraient commencer à capter les signaux de nos vieilles émissions d'Hawaii 5.0, par exemple. Avec Steve Margaret. Avec Steve Margaret. J'espère qu'ils vont capter autre chose. Très Basile. Bon, OK, on va... Donc, tu vois un peu le principe. Ouais. Donc, les années-lumière, c'est une distance, et c'est la distance que parcourt la lumière en une année. Donc, donc, on élabore là-dessus. Donc, l'équation de Drake prenait en considération plusieurs éléments. Donc, le nombre, évidemment, on y allait un peu à l'aveuglette. À l'époque, on s'est dit, est-ce qu'il existe d'autres étoiles avec des planètes autour? Ce qu'on ne savait pas à l'époque. Donc, on y allait de façon spéculative. Quelles étaient les conditions pour que la vie apparaisse? Combien de temps peut durer une civilisation avant qu'elle se détruise ou s'auto-détruise? La possibilité que cette civilisation-là arrive à des moyens de communication, que ces moyens de communication-là soient lancés dans l'espace. Et ensuite, il fallait se dire, à partir de là, si on accepte qu'il y a des communications radio dans l'espace, quelle longueur d'onde écouter? Alors, on s'est entendu sur la longueur d'onde de l'hydrogène, qui est la matière la plus répandue dans l'univers. Donc, si je voulais communiquer, probablement que j'utiliserais cette longueur d'onde. L'hydrogène a une longueur d'onde. Oui, c'est la longueur d'onde de l'hydrogène. Ne m'en demande pas plus. D'accord, j'arrête là. Donc, ce qui est intéressant dans ce projet SETI, donc au début, ça s'appelait le projet OSMA, qui est devenu ensuite, qui a pris l'acronyme de SETI. Aujourd'hui, évidemment, cette équation de Drake, dont j'ai longuement parlé, devrait être revue et corrigée, parce qu'à l'époque, on ne savait pas trop si le système solaire dans lequel on vit, si ce système solaire était une exception ou une règle. Maintenant, on est rendu à peu près à... la NASA estime à peu près à 1500 ou 2000 planètes, des exoplanètes, donc des planètes qui tournent autour de d'autres soleils qui ont été détectés. Donc, on sait maintenant que le système dans lequel on vit est un système assez répandu dans l'univers. Et on a su tout récemment, grâce à une récente découverte de la NASA, qu'on peut même intervertir des blocs qui sont à la base de la création ou l'apparition de la vie. Donc, tout ça nous ouvre l'éventail. Donc, on peut évaluer, on doit revoir l'équation de Drake, mais la revoir avec beaucoup d'optimisme, parce qu'il doit y avoir beaucoup de planètes, beaucoup plus qu'on croyait à l'époque, qui sont dans l'univers. Alors,
c'était la base du projet SETI. Maintenant, le projet SETI n'a pas connu beaucoup de résultats. Il n'y a pas eu de retour sur les appels. On a laissé plusieurs messages. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, on en a envoyé un. Nous, dans les années 70, on a envoyé un message. On a codé, nous, la Terre, les Terriens. Ah oui, on a donc fait une sorte de message numérique. Oui. Et on a utilisé l'antenne parabolique du grand radiotélescope géant de l'île de Porto Rico, le radiotélescope d'Arecibo. Oui. Et puis, on a envoyé ce message dans l'espace, qui a dû se mélanger avec Hawaii 5.0 parce qu'on n'a pas eu de nouvelles. Donc, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, on a écouté. Le projet SETI s'est amélioré. Au début, on utilisait une antenne et aujourd'hui, donc si on parle en 2010, 2011, on est capable aujourd'hui de scanner, j'utilise l'expression anglophone parce que c'est l'expression qui a été attitrée, donc de scanner des milliers de longueurs d'onde, des milliers de messages, des milliers de réceptions, alors qu'à l'époque, les moyens nous obligeaient à étudier qu'une seule ou à écouter qu'un seul canal, on devait tourner l'antenne et en écouter un autre. Donc aujourd'hui, on peut faire, avec l'équipement informatique, on peut faire des opérations, des milliers d'opérations en une journée, ce qui aurait demandé des années à l'époque, dans les années 60. Mais malgré tout ça, on n'a pas obtenu de résultats intéressants. Le seul résultat intéressant, et il est unique, c'est le message « wow ». Je dis « wow », W-O-W, vraiment « wow ». Et ça nous amène au 15 août 1977. Donc, à cette époque-là, parce que faut comprendre qu'à l'époque, le projet SETI mobilisait un ensemble d'antennes radio à travers les États-Unis. Parce que quand on regarde le film Contact, donc, que tu as sûrement vu, on voit qu'ils utilisent un ensemble de radios ou d'antennes qui sont regroupées entre elles. Ça, c'est vrai pour les dernières années du projet SETI. Mais à l'époque, on utilisait toutes sortes d'antennes un peu éparses à travers les États-Unis. Et puis voilà que le 15 août 1977, alors qu'on fait cette écoute, un des astronomes, des radioastronomes qui est en poste, à ce moment-là, un dénommé Hyman, Jeff Hyman, il regarde en fait la sortie cryptée sur une imprimante. Là, on voit les sorties cryptées, des signaux qui sont écoutés. Et là, il voit une sorte de pic, une information, une série de données qui semblent indiquer un message, ou en tout cas quelque chose d'anormal, une anomalie, appelons ça comme ça. Et Hyman va entourer ce signal-là avec un crayon et il va écrire dans la marge W-O-W avec un point d'exclamation. Wow! Et ça va devenir le nom du signal. C'est le seul véritable signal. Mais le signal disait faisait quoi? Qu'est-ce que ça faisait? Voilà, tu l'as dit. Il est là un peu le problème SETI, puis on va en parler de toute cette problématique parce que la grande question avec le SETI, c'est saurait-on vraiment décoder un message extraterrestre? Dans le cas de WOW, c'est une anomalie, un message qui nous arrive de l'espace. Il a duré un court instant, il ne s'est jamais reproduit. On a tourné à nouveau les antennes dans cette direction, d'où venait ce signal. On ne l'a jamais capté une deuxième fois. Donc, on a simplement une anomalie qui ne semble pas être une anomalie naturelle. Il ne semble pas non plus être un écho d'un signal terrestre qui aurait pu, par exemple, rebondir sur la Lune ou un autre corps astral pour revenir vers la Terre. C'est le seul signal véritablement qu'on a reçu qui est intéressant, mais pour lequel on n'a aucune information. On ne sait pas, on l'a pas codé, on l'a pas décodé, rien. Et éventuellement, donc, à un moment donné, SETI, pour augmenter ses capacités, on a même fait appel aux internautes, leur demandant, lorsque leur ordinateur était en mode veille, de pouvoir utiliser les ordinateurs à la maison pour pouvoir faire un décantage d'informations. C'est devenu le projet SETI at Home, ce qui multipliait par des millions de possibilités les récepteurs. Et malgré tout ça, aucun signal, mis à part ce fameux signal WOW. Donc, il n'y a rien, là. Tout ça, SETI, c'est un échec monumental. Donc, monumental. On a tiré la plug, on tire la plug sur SETI et il n'y a personne, finalement. Et voilà la question, c'est, je ne verserai pas une larme pour SETI, mais est-ce qu'on doit percevoir l'absence de signal comme étant l'absence de vie ailleurs dans l'univers? Ben, tu sais, à un moment donné, tu cognes à la porte, ça répond pas. Parce qu'il n'y a personne? Pas forcément. Non? Il dort? Non, en fait, tu vois, il y a quelques années, je me trouvais à New York où j'ai eu l'énorme chance de rencontrer Michio Kaku. Je ne sais pas si tu connais le docteur Michio Kaku. Non. C'est le nouveau Albert Einstein. En fait, je connais le frère de Michio Kaku. Boubou Kaku. Boubou Kaku. Mais Michio Kaku, c'est un scientifique, donc un astrophysicien qui enseigne à l'université de New York. Et il est considéré aujourd'hui comme l'un des hommes les plus brillants de la planète. Il est le nouvel Albert Einstein, en fait. Et lorsque j'ai rencontré Michio Kaku, on a abordé cette fameuse question du projet SETI.
Et Michio Kaku me dit qu'il trouvait ça un peu ridicule. Non pas parce qu'il était partisan des extraterrestres, ni de l'absence des extraterrestres, mais en fait, ce qu'il me racontait, c'est que, bon, on s'est enlisé dans des concepts anciens. Il n'est pas certain que si des extraterrestres voulaient communiquer avec nous, il n'est pas certain qu'ils utiliseraient des ondes hertziennes. Ils pourraient utiliser, par exemple, des ondes lumineuses qui sont beaucoup plus porteuses, qui ont beaucoup plus d'informations. Alors là, on passerait complètement à côté. Ils pourraient utiliser, par exemple, on sait, lorsqu'on envoie des messages, nous-mêmes par Internet, par exemple, les fameux emails, les courriels, on n'envoie pas un message d'un seul coup. Même lorsque l'on parle au téléphone, ce n'est pas un message qui est linéaire. On envoie des petits paquets d'informations qui sont reconstitués à l'autre bout, mais à une vitesse tellement grande qu'on a l'impression qu'il s'agit d'un message d'un seul coup. Mais en réalité, il s'agit de petits paquets. En fait, on pourrait être, nous, la Terre, avec notre projet SETI, on pourrait être au milieu d'une conférence interplanétaire, puis on ne s'en rendrait même pas compte. Parce que les antennes et notre façon de faire est beaucoup trop ancienne, beaucoup trop désuète, et en fait, on ne capte rien. C'est un peu comme si on se trouvait sur le Mont-Royal, on regarde des messages de fumée, et on n'en voit pas, et on se dit, tiens, il n'y a personne qui habite dans les environs, alors qu'on a une mégapole juste sous les pieds. Je comprends. Merci. Christian Page est avec nous. On revient après la pause. Vous écoutez du Trizac l'après-midi. Au 98.5 FM. La puissance des mots. Christian Page, parle-moi donc de Ben Laden. Est-il mort? Ben Laden, on attend toujours des photographies de la mort de Ben Laden, ce qui apparemment va encore tarder. Mais tu sais qu'avec la mort de Ben Laden, toutes sortes de rumeurs se sont mises à circuler. Et parmi ces rumeurs, on en a une d'ailleurs qui a été rapportée par le très sérieux Washington Post, ceux-là même. Et quand on parle de conspiration, ils sont bien placés. Oui. Ce sont eux qui ont éventé le scandale du Watergate à l'époque, dans les années 70. Donc voilà, la nouvelle est que il semblerait qu'au lendemain des attentats terroristes du 11 septembre 2001, la NSA, la National Security Agency, d'ailleurs le NSA, il y a des gens qui faisaient des jeux de mots avec ça en disant No Such Agency, parce que l'organisation était tellement secrète que dès qu'on demandait de l'information, on recevait du gouvernement américain une réponse que cette organisation-là n'existait pas. Et là maintenant, à quelques reprises, avec l'ouverture, il y a des gens qui ont poursuivi la NSA, et là, donc, les autorités ont dû reconnaître l'existence de ce groupe, qui finalement ne rend compte de ses activités qu'au président lui-même. Donc, la NSA, c'est l'agence la plus secrète des États-Unis. Et on apprend qu'au lendemain des attentats du 11 septembre, ces gens-là, des gens, en fait, de la NSA, à travers des agents britanniques également, auraient tenté de recruter des voyants extralucides. Oui, pour essayer de traquer Ben Laden. Et parmi les gens qu'on aurait contactés, nul autre que le très célèbre Uri Geller. Je pensais que tu allais dire Mme Minou. Non, un voyant très connu des années 70. En fait, qui s'était rendu célèbre par un truc. Je dis un truc entre guillemets. Donc, il réussissait à tordre des cuillères, par exemple, apparemment par la force de sa volonté. Démasqué par James Randi, entre autres. Bon, il y avait donc Uri Geller, il y a un autre voyant qu'on a contacté, Christopher Robinson, qui lui-même, d'ailleurs, Robinson avait contacté les autorités quelques semaines avant les attentats contre le World Trade Center pour dire qu'il y aurait un attentat contre le World Trade Center et que des avions allaient être utilisés. Je veux des preuves de ça. Donc, c'est ce que l'on retrouve sur son site. Des preuves. C'est ce que l'on retrouve sur son site web. Ben oui. Évidemment. Mais quoi qu'il en soit, ces gens-là auraient été contactés par des agents de la NSA pour faire partie de ce groupe qui devait se lancer sur la traque de Ben Laden. Et ce groupe, apparemment, qui existe encore aujourd'hui, aurait ses assises à Fort Meade, au Maryland, et serait associé, entre autres, avec l'Université Johns Hopkins et l'Institut Monroe. L'Institut Monroe, bien connu là, pour ses recherches sur la conscience. Évidemment, la conclusion de tout ce programme-là, c'est de se dire ça n'a pas dû très bien fonctionner. Il a fallu quand même 10 ans pour traquer Ben Laden. Mais quand on regarde ça, on se dit, tiens, c'est curieux. Cette histoire-là, Fort Meade, des voyants extralucides, l'espionnage avec des médiums, c'est pas la première fois qu'on en entend parler. En fait, déjà dans les années 60, on avait entendu parler d'un programme qu'on n'avait pas de nom à l'époque, donc une sorte de programme fantôme. Et puis dans les années 90, ce programme fantôme a eu un nom, le projet Stargate. Il était fait par les services secrets américains. Et on nous a appris qu'en 1995, le projet Stargate avait fermé ses portes. On avait rendu public à ce moment-là les données du projet Stargate. Il y avait eu un rapport qui avait été fait là-dessus. Le rapport avait été critiqué
critiqué à la fois par un professeur en statistique à l'Université de Californie, Jessica Hutz, et par un sceptique, membre de l'Association sceptique américaine, mais qui est également diplômé en psychologie, le docteur Raymond Hyman. Et les deux est arrivé à la conclusion qu'il y avait dans le projet Stargate, dans les milliers de tentatives d'essais faits avec ces voyants, il y avait eu des résultats intéressants. Hyman se réservait de dire est-ce que c'est la preuve qu'il existe une clairvoyance ou une perception extrasensorielle. Jessica Hutz était plus favorable à cette idée-là. Mais quoi qu'il en soit, en 1995, apparemment, on nous ferme la porte du projet Stargate et merci, bonsoir, basta, c'est terminé. Depuis, bon, évidemment, toutes sortes de rumeurs ont couru. On a même fait un film en se moquant un peu de Stargate qui s'intitulait The Men Who Stare at Goat, les hommes qui regardaient les chèvres. Avec George Clooney, qui est très drôle. Qui est effectivement très drôle. Absurde. Où on retrouve ces fameux voyants du projet Stargate qui sont réutilisés à toutes sortes de sauces et qu'on envoie en mission. Ça commence, là, il regarde le mur. Oui. Il regarde le mur, puis il court, puis il rentre dans le mur. Puis il se dit, je pensais à travers. Ouais, effectivement. Donc, on se moque un peu ici. Lorsqu'on a appris ça, évidemment, ça l'a fait courir, ça l'a dilaté la rate à beaucoup de gens. Il faut savoir que pendant des années, on avait utilisé les services secrets américains avaient utilisé des voyants, mais apparemment, ce projet-là a été abandonné en 1995. Et puis voilà qu'avec ces révélations de la semaine dernière, rapportées au Washington Post, on apprend que finalement, le projet Stargate pourrait être un peu comme un phénix et renaître ses cendres. Et là, maintenant, il aurait ses assises à l'intérieur même des arcanes de la NSA, donc le service secret le plus secret des États-Unis. C'est à se demander si éventuellement on aura des résultats concrets de ces recherches-là, parce que effectivement, s'ils ont mis 10 ans pour traquer Ben Laden, un gars qui se promène avec une robe quand même dans le désert, ça aurait dû 6 pieds 4, 6 pieds 4, on aurait dû le voir depuis longtemps. OK, rapidement, à peine une minute, Christian. Les extraterrestres sur Internet, il y en a partout. Il y en a partout. Les gens m'envoient des courriels là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de ceci ou de cela? Ma réponse est toujours la même. C'est François Arnois qui sort de la douche. Exactement. Et si on ne peut pas remonter à la source de l'information, si on ne sait pas qui a tourné les images, où ça a été tourné, comment ça a été tourné, 99% des chances que ce soit une fraude. Mais il y en a qui sont bien faits, par exemple. Ah oui, absolument. Il y en a qui sont mauditement bien faits. Oui, effectivement. Qui se cachent derrière les immeubles. Oui, effectivement. Avec les techniques de l'informatique, on peut faire aujourd'hui des choses qui étaient tout à fait impossibles il y a 20 ans, mais toujours le même précaution. Si on ne peut pas remonter à la source, alors c'est probablement une fraude. Crois-moi, Benoît, si j'avais filmé un extraterrestre, j'aurais des dizaines de millions de bonnes raisons de dire que c'est moi. Mais il y en a pas une où on peut se dire, c'est assez intriguant, ça. Non, jusqu'à maintenant, tous les films qu'on a vu circuler sur Internet montrant de ces extraterrestres, ils ont été ou bien éventés ou démontrés comme étant une fraude avérée. Non, mais les vaisseaux spatiaux. On a des bons films, mais la plupart des bons films montrant une belle soucoupe de métal avec des boulons, ce sont des fraudes. Mais on a un ensemble de films intéressants qui montrent des anomalies aériennes. Là, des anomalies aériennes, on parle de phénomènes lumineux, etc., ce sont des phénomènes intéressants. Mais la belle soucoupe de tôle avec les hublots et le dôme. OK, c'est assez. Merci, Christian Page. Merci à l'arrêt à François et à Alexandra. On se reparle lundi midi.